La Chine est en train de nous mettre une vitesse colossale en termes d'innovation et de technologie. L'économie de la connaissance chinoise est devenue absolument stupéfiante, exponentielle. C'est probablement pour cette raison que Donald Trump, dans son premier mandat, avait voulu ralentir Huawei. C'est clairement pour cette raison que Donald Trump aujourd'hui colle des tarifs douaniers dans tous les sens. La Chine, par notre profonde idiotie occidentale, a pris une avance colossale. On croyait qu'ils ne feraient que nos chaussures et nos sweats à capuche. Et évidemment, aujourd'hui, ils font les technologies les plus avancées du monde. Alors pour ça, bien sûr, il faut prendre un peu de recul historique. Plongeons par exemple dans l'an 1793. On est au cœur de la terreur en France. On va exécuter sommairement ou à coups de guillotine plus de 40 000 personnes. Et bien pendant ce temps-là, l'empereur Qianlong, maître de la Chine, reçoit une délégation britannique. Il lui offre la machine à vapeur, la clé de la révolution industrielle, et sa réponse, un ricanement. Vos jouets mécaniques sont inutiles pour l'Empire céleste. Erreur fatale. Cette arrogance va isoler la Chine, la laissant à la traîne pendant un siècle, tandis que l'Occident redessine le monde avec la vapeur, l'acier et l'électricité. S'en suivra le siècle d'humiliation, les guerres de l'opium, les pires moments de l'histoire de Chine. Mais aujourd'hui, la Chine a retourné l'histoire. En 2025, elle construit des ponts qui défient les cieux, des usines plus vastes que des villes et des technologies qui laissent le monde bouche bée. Donc la question qui tue, et si la Chine hier endormie était en train de devenir le moteur du futur ? Tenez-vous bien, parce qu'on va parcourir le tourbillon d'innovations qui redéfinissent le possible et qui nous viennent, bien entendu, du Zhongguo, l'empire du milieu. Premièrement, le plus haut pont suspendu du monde. Ça, c'est une innovation spectaculaire. Le pont Huaqiang, situé dans la province du Guizhou, est le plus haut pont suspendu du monde, culminant à 625 mètres au-dessus de la vallée de la rivière Beipan. Ouvert en 2025, il relie les comtés de Liupanshui et Hanchun, réduisant le temps de trajet de 4 à 1 heure. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie s'inscrit dans la stratégie chinoise de développement des infrastructures dans les régions montagneuses. Alors, quelques points importants. Déjà, il fait 2,8 km avec une travée principale de 1420 mètres. Il a coûté environ 1,4 milliard de yuan, donc autour de 200 millions d'euros. Je vous rappelle que pour les Jeux Olympiques de Paris, on a jeté 1,4 milliard d'euros dans la Seine. Ça signifie que ce pont a coûté significativement moins que 5 fois l'argent jeté dans la Seine, soi-disant pour la rendre baignable. 5 fois. Alors certes, il y a le problème de la parité de pouvoir d'achat, mais malgré ça, les Chinois, avec plus de 5 fois moins que l'argent que nous on a jeté pour satisfaire l'ego démesuré et pathologique de notre prési-roi dans la Seine, eh bien eux, ils vous font le pont le plus haut du monde. Et en plus, ça surpasse leur précédent record, et oui, le pont de Beipanjiang, 565 mètres de hauteur. Avec un énorme impact, ça va faciliter l'accès à une région isolée, stimulant le tourisme et l'économie locale, avec un trafic prévu de 20 000 véhicules par jour d'ici 2030. Alors pour vous donner une idée, c'est comme si en Italie, on avait construit un pont suspendu donc de 625 mètres au-dessus des gorges de la vallée de l'Adda dans les Alpes lombardes, qui aurait pu par exemple relier Milan à Sondrio en 1 heure au lieu de 4 heures aujourd'hui, sachant bien sûr que le nord de l'Italie est une des régions les plus industriellement dynamiques d'Europe. Ça ferait sens, ça aurait transformé cette région rurale en un hub économique. On ne l'a pas fait, malgré les milliers de milliards de dettes que nous avons levées au nom des peuples européens. Deuxième innovation maintenant, une usine de voitures plus grande que San Francisco. Si c'est pas spectaculaire, ça, l'usine de BYD à Shenzhen, dans la province du Guangdong, est une méga usine automobile qui va couvrir 50 000 carrés, donc 130 km², 130 km². Est-ce que vous vous rendez compte de la surface de cette usine, soit une superficie comparable à celle de San Francisco. Mise en service en 2025, elle produit des véhicules électriques à une échelle sans précédent, consolidant la position de BYD comme leader mondial de ce secteur. Du coup, ils vont avoir des économies d'échelle complètement stupéfiantes, et comme l'Union européenne aura absolument pas les capacités diplomatiques et industrielles d'imposer des tarifs douaniers à la Chine,
eh ben, elle va se retrouver inondée de ces véhicules-là qui seront conçus évidemment dans des circonstances et sous des normes qui ne sont pas au niveau de celles que l'UE impose à sa propre industrie. La capacité annuelle va être de 2 millions de véhicules électriques. 2 millions de véhicules par an, juste pour une seule marque chinoise. Ça, c'est pas l'output de tout l'empire du milieu, c'est juste la marque BYD, qui au départ, d'ailleurs, rappelons-le, faisait des batteries. Ça leur a coûté à peu près 10 milliards de dollars, donc encore une fois, que dalle par rapport au budget général des JO de Paris, que dalle par rapport aux 1000 milliards de dettes supplémentaires imposées à la France par la Macronie. Ça a créé 100 000 emplois directs et indirects. Et ça va réduire de 5 millions de tonnes de CO2 par an l'émission du parc automobile chinois par la production de véhicules électriques. Alors c'est comme si l'Allemagne avait construit une usine Volkswagen près de Wolfsburg, aussi vaste que Berlin, capable de produire 2 millions de Volkswagen électriques par an, surpassant la production combinée de toutes les usines automobiles françaises. La Chine a toujours été la capitale mondiale de l'innovation. Elle a raté la révolution industrielle et elle est devenue un pays du tiers-monde. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. On s'est dit, parce qu'on avait des crétins bureaucrates qui ne payaient jamais les conséquences de leurs bêtises, qui nous ont dit désindustrialisez-vous en Europe. Et maintenant, on a la deuxième génération de crétins bureaucrates qui nous disent désindustrialisez-vous. Pourquoi ? Parce que d'une part, nous pensons que nous, 66 millions de Français, nous allons complètement changer l'économie mondiale par nos habitudes de consommation. Et on va revenir à ça d'ailleurs, parce que l'écologie, elle doit être active, pas passive. Elle doit consister à planter des forêts. Pourquoi on a autant de CO2 en supposant que ce soit le sujet principal de l'écologie ? Spoiler, ça ne l'est pas, c'est la pollution en général et le CO2 est loin d'être le problème numéro 1 de la pollution mondiale. Mais les autres problèmes concernent des usines qui peuvent se payer. Par exemple, des groupes de presse, donc elles n'en parleront pas trop. Prenez Kretinsky par exemple qui possède Marianne. Mais je ferme cette parenthèse. Eh bien, il faudrait reboiser. Oh, ça tombe bien, les Chinois reboisent, ça sera un autre point de cette vidéo. Troisième innovation, une usine automatique produisant un téléphone par seconde. Donc ça c'est une usine automatique de Foxconn, le légendaire Foxconn qui fabriquait les iPhones à Zhengzhou dans la province du Henan, surnommé iPhone City, a atteint en 2025 une capacité de production d'un smartphone par seconde grâce à une automatisation avancée. Et oui, l'automatisation c'est la nouvelle industrialisation. Cette usine produit principalement des iPhones pour Apple mais aussi des appareils pour d'autres marques chinoises comme Huawei. Heureusement Apple va relocaliser une partie de sa production en Inde et puis pour les PC une partie aux États-Unis à la suite des tarifs douaniers imposés par l'administration Trump. En tout cas, on a donc 500 000 smartphones par jour, 180 millions par an de capacité de production. 90% des tâches réalisées le sont par des robots et des systèmes d'IA. La modernisation de l'usine a coûté 2 milliards de dollars. C'est la plus grande usine de smartphones au monde par volume de production. Donc si vous voulez, à l'époque où la Finlande faisait encore des téléphones en Europe, on pourrait parler d'Atos là, parlons de Nokia qui reste une très belle boîte aujourd'hui, contrairement à BlackBerry, ils ont su faire un pivot remarquable vers la fibre optique, notamment en Afrique. Et donc Nokia reste une entreprise tout à fait compétente aujourd'hui, mais ils font plus de téléphones cellulaires, bien sûr. Imaginez que si ils en avaient encore fait, eh bien à Espoo, donc ils auraient monté une usine avec seulement 2 milliards d'investissements, seulement capable de produire un smartphone pour chaque citoyen européen en moins de 2 ans. Quatrième innovation remarquable de la Chine et tout aussi spectaculaire, la première centrale nucléaire à thorium fonctionnelle. La Chine a mis en service le premier réacteur nucléaire à sel fondu au thorium au monde, le TMSR-LF1 à Wuwei, dans la province du Gansu, opérationnel à pleine puissance, 2 mégawatts en 2025. Ce réacteur expérimental utilise donc le thorium, une alternative à l'uranium, et promet une énergie plus sûre et moins de déchets
déchets radioactifs. Et oui, le thorium, c'est absolument remarquable. Ça vous donne des centrales qui sont beaucoup plus sûres, ça vous donne des gisements de combustible nucléaire qui sont beaucoup plus accessibles, comme l'Australie ou la Norvège par exemple. Et d'une façon générale, ça vous donne des centrales nucléaires plus petites, avec des déchets beaucoup moins dangereux. Mais en France, avec des timbrés comme Dominique Voynet, on a flingué notre filière nucléaire parce qu'on pensait être à l'avant-garde de l'écologie. Alors que même, encore une fois, si le carbone devait être la préoccupation la plus importante de l'écologie mondiale, eh bien, l'électricité nucléaire est de très loin la plus décarbonée. Quelques faits forts, le coût de cette centrale a été de 22 milliards de yuan, donc ça vous fait 3 milliards de dollars et demi. C'est le premier réacteur au thorium opérationnel au monde. Il a le potentiel de réduire la dépendance à l'uranium avec des déchets radioactifs à durée de vie beaucoup plus courte, 300 ans contre 10 000 ans pour l'uranium. Détection de protactinium 223 en 2024, confirmant la capacité de reproduction nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces réacteurs vont être passés à l'échelle, parce que quand les Chinois ils vous en font un, bien entendu, c'est pour pouvoir vous en faire 10 ou 100 derrière. Alors oui, c'est comme si la France avait construit un réacteur expérimental au thorium près de Cadarache dans le sud, surpassant les recherches européennes sur les réacteurs de 4e génération et ouvrant la voie à une énergie nucléaire quasi propre. Je ne vais pas avoir la cruauté de comparer le prix de l'EPR au prix de ce réacteur à thorium, qui est de très loin la meilleure technologie pour l'instant pour le nucléaire civil. Pourquoi faisons-nous du nucléaire à l'uranium? Eh bien parce qu'on utilisait au départ comme repère les réacteurs nucléaires de sous-marins qui eux ont besoin d'eau pour la transmission et le refroidissement et qui eux utilisaient de l'uranium, d'autant plus qu'à l'époque l'armée avait besoin de plutonium, un sous-produit justement de ces réacteurs nucléaires. Mais utiliser de l'uranium pour le civil en 2025, ça ne fait plus aucun sens. Le thorium est beaucoup plus compétitif et même et surtout sur le plan écologique. Mais pour ça, il aurait fallu faire de la recherche et développement. Impossible d'en faire quand vous avez des timbrés comme Dominique Voynet aux manettes. 5e innovation, une commande chinoise pour 1 million de drones militaires, principalement par des entreprises comme DJI et des filiales de l'État, pour des usages de reconnaissance, combat et logistique. Cette information, largement relayée sur X, n'est pas encore parfaitement confirmée, je dois être loyal sur ce point. Cependant, l'armée chinoise a à plusieurs reprises confirmé, elle, que c'était à peu près 1 million d'unités qu'elle recherchait pour ses besoins. Donc, si on part du principe que ce sera bien 1 million d'unités qui sera produit, incluant des drones d'attaque comme le Winlong et des micro-drones, on partirait sur un budget militaire de l'ordre de 245 milliards de dollars en 2025 pour la Chine et une part significative de ce budget, disons 1 à 5%, pour les commandes de drones. La Chine est déjà le leader mondial des drones commerciaux et militaires par volume. Les drones qui sont utilisés dans la guerre en Ukraine sont largement conçus avec des pièces chinoises. Et bien ça, c'est comme si la France avait donc produit 1 million de drones militaires à Toulouse, imaginez, équipant l'ensemble de l'OTAN avec des drones autonomes surpassant la production européenne combinée de drones militaires. C'est pas demain la veille. 6e innovation, des taxis volants fonctionnels. Et oui, Yihang, une entreprise chinoise basée à Guangzhou, a déployé en 2025 des taxis volants autonomes, les eVTOL, donc Vertical and Takeoff Landing, et I c'est pour électrique. Ils sont opérationnels dans plusieurs villes à l'heure où j'enregistre cette vidéo, comme à Shenzhen et à Hangzhou. Ces appareils, comme le EH216, transportent 2 passagers sur des trajets urbains courts. Là, aujourd'hui, tout de suite, ce ne sont pas des concepts, ils sont déjà opérationnels. Donc 220 trajets par jour par appareil avec une portée de 35 km. Chaque eVTOL coûte environ 300 000 $. Première entreprise mondiale à opérer des taxis volants en conditions réelles depuis 2018. Le marché des eVTOL chinois sera estimé à 1 milliard de dollars d'ici 2030, sans doute beaucoup plus en réalité d'ici là, si on se base sur les chiffres de la croissance de ce secteur. Et ben pour comparer avec l'Europe, c'est comme si l'Allemagne avait déployé des taxis volants Lilium à Munich, reliant l'aéroport au centre-ville en 10 minutes, alors qu'aujourd'hui, nous n'en sommes qu'en phase de test. Oui, comme je vous l'ai dit, les Chinois nous collent une vitesse phénoménale en termes d'innovation. 7e innovation, des voitures 100% autonomes dans les embouteillages chinois, les légendaires Los Famosos embouteillages chinois.
Baidu, via sa plateforme Apollo, a lancé en 2025 des voitures 100% autonomes niveau 4 opérationnelles dans les embouteillages urbains de Pékin, Shanghai et Wuhan. Ces véhicules intégrés dans des services de robotaxi naviguent sans intervention humaine, même dans des conditions complexes. 2000 robotaxis en service dans 10 villes chinoises, 100 000 $ par véhicule subventionnés par l'État, réduction de 30% des accidents liés à l'erreur humaine dans les zones pilotes, marché des robotaxis estimé à 50 milliards de dollars d'ici 2030. Et bah là aussi c'est comme si la France avait déployé des robotaxis Renault LOL à Paris, naviguant sans chauffeur dans les bouchons des Champs-Élysées alors que l'Europe peine à homologuer des véhicules de niveau 4. Vous la sentez, la vitesse que nous colle Pékin. 8e innovation, bah oui, les chasseurs furtifs de 6e génération, alors qu'en France, on ne produit que des 4,5, les Rafales, qui sont certes tout à fait sympatoches, mais qui ont quand même un poil de retard par rapport à la 6e génération. La Chine a dévoilé en 2025 2 prototypes de chasseurs furtifs, succédant au J-20 de chez Chengdu. Ces appareils, qui sont toujours développés par Chengdu Aerospace, intègrent l'IA, des lasers dirigés et une furtivité avancée. C'est un programme à 20 milliards de dollars. Ils vont pouvoir atteindre des vitesses supersoniques Mach 2,5 et une portée de 1 500 000 km. Bien sûr, ces appareils seront supersoniques, Mach 2,5 et une portée de 1500 km. Évidemment, ça renforce la parité avec les États-Unis, qui eux ont sorti le projet NGAD avec le F-47, et l'objectif pour eux est de commander 50 unités d'ici 2030. En Europe, on en est encore au projet du SCAF qui n'a même pas réellement commencé et dans lequel l'Allemagne veut tirer la bourre à Dassault en lui piquant son innovation et ses brevets. 9e innovation, on a un prototype de jet civil aussi, à Mach 4. Là, on est dans de l'innovation absolument spectaculaire. La Chine a développé un prototype de jet civil supersonique conçu par Comac, capable d'atteindre 4 fois la vitesse du son, prévu pour des tests cette année. Ce projet vise à concurrencer les futurs avions hypersoniques et supersoniques occidentaux. Alors, occidentaux égale japonais et américains, même si techniquement le Japon n'est pas du tout un pays occidental. En tout cas, vous aurez compris qu'en Europe, où on a des fêlés qui nous disent que chaque Européen ne devrait faire à terme d'ici 2030 que 2 voyages aller-retour en avion dans sa vie, on n'est pas sorti des ronces. Pour un investissement estimé à 15 milliards de dollars, cet avion pourra emporter 100 passagers avec un rayon d'action de 10 000 km. Donc ça exploserait le Concorde, qui lui atteignait Mach 2, et on aurait un marché des jets supersoniques estimé à 100 milliards de dollars d'ici 2040, avec notamment aux États-Unis, Boom Aero, là aussi, imaginez en Europe Airbus qui testerait un Mach 4 à Toulouse, qui nous ferait un New York-Paris en 2 heures, alors que l'Europe n'a non seulement aucun projet supersonique civil en cours, mais en plus a des tarés version Dominique Voynet 2.0 qui vous disent en effet que chaque Français devra rester chez lui, prendre un vélo et au mieux pouvoir éventuellement faire une lune de miel en avion dans sa vie. Et les Chinois continuent, 10e innovation, percée dans la lithographie à rayons ultraviolets extrêmes, les EUV. La Chine, via SMII, Shanghai Microelectronics Equipment, a annoncé en 2025 une percée dans la lithographie EUV, ultraviolet extrême, essentielle pour produire des puces avec 3 nanomètres de précision. Cette avancée réduit la dépendance aux machines ASML néerlandaises qui, pour une fois, plaçait, devrais-je dire, l'Europe au sommet du game. Ça, c'est un programme lancé par la Chine à hauteur de 10 milliards de dollars, donc à peu près 10 mois de PCR en période Covid en termes de dépenses publiques, mais je ferme aussi cette parenthèse. La Chine va donc pouvoir produire des puces à 3 nanomètres dès 2026, s'autonomiser stratégiquement dans les semi-conducteurs en défiant les restrictions occidentales. Et puis, pour les autres psychopathes comme Ursula von der Leyen qui vous disait que les Russes piquaient des puces dans les machines à laver, il est peut-être le temps de rappeler que les Russes se fournissent où pour leurs puces? Oui, vous l'avez deviné, en Chine évidemment. Alors c'est comme si ST Microélectronique en Europe, LOL, avait développé une alternative à ASML par exemple, à Eindhoven produisant des puces à 3 nanomètres. On n'est absolument pas à ce niveau-là en Europe. 11e innovation, batterie bêta-voltaïque à partir de déchets nucléaires. Mais là aussi, par pitié que l'on fasse passer devant des tribunaux populaires
tous les salauds qui ont détruit le nucléaire européen, tous les gens qui sont responsables de l'euthanasie, de l'harakiri, de l'anéantissement de la filière nucléaire européenne. On avait 40 ans d'avance. Les Chinois, dans les années 60, les seules choses qu'ils exportaient, c'était des nouilles déshydratées et des paquets de cartes. Et aujourd'hui, ils nous explosent sur le nucléaire. Ça, c'est criminel. Et ils nous exposent même donc sur le traitement des déchets. Non seulement ils ont mis en service les premières centrales à thorium, comme je vous l'ai dit, mais en plus, eh bien, ils font du bêta-voltaïque avec les barres de graphite irradiées qui sont les déchets nucléaires les plus standards. Donc Betavolt, une start-up chinoise, a commercialisé en 2025 des batteries bêta-voltaïques utilisant des isotopes radioactifs issus des déchets nucléaires. Ces batteries durables jusqu'à 50 ans alimentent des appareils à faible consommation comme des capteurs, des implants médicaux, mais demain aussi des satellites, et certaines pourraient être fonctionnelles pendant 5000 ans. Pour l'instant, on est à 100 microwatts par unité, empilable pour des applications plus exigeantes. Produit estimé à 1000 $ l'unité, donc ça veut dire qu'avec un déchet nucléaire, on fait un produit à 1000 $ l'unité et on peut recycler 10% des déchets nucléaires chinois d'ici 2030. C'est comme si la Suède avait développé à Uppsala des batteries bêta-voltaïques à partir de ces déchets qui sont nombreux, alimentant des capteurs dans tout le pays, alors que l'Europe n'a évidemment pas de prototype viable, à l'exception peut-être d'universités britanniques qui avaient développé elles aussi des batteries bêta-voltaïques en diamant. Et puis, bon, la Suède au moins a le bon goût d'importer des déchets car ces centrales à incinération sont tellement performantes et ont tellement d'excellents filtres qu'aujourd'hui les déchets suédois ne sont pas suffisants pour les alimenter. Donc la Suède est importatrice nette de déchets pour ses incinérateurs. Ça au moins c'est une bonne chose, mais Dieu sait si je pourrais encore le souligner, ne serait-ce que dans 5 ans. Toujours dans les drones, 12e innovation. Innovation tout aussi spectaculaire, DJI et d'autres entreprises chinoises ont déployé en 2025 des drones de sauvetage spécialisés, équipés de caméras thermiques, de kits médicaux et de capacités de transport léger, utilisés dans des zones sinistrées comme le Sichuan. Ils assistent lors d'inondations et de tremblements de terre. On pourrait aussi les vendre bien sûr pour les avalanches, etc. Avec une portée de 50 km, ils peuvent transporter 10 kg de matériel médical. Ils coûtent à peu près 50 000 $ par drone pour l'instant. Réduction de 40% du temps de réponse dans les opérations de secours. Or, le temps, c'est la vie. 10 000 unités déployées en 2025. Donc, ça veut dire que les personnes, les victimes de sinistres peuvent quasiment doubler leur probabilité d'être secourues grâce à ces drones. C'est comme si l'Italie avait déployé des drones de secours à l'Aquila, vous savez, la zone dévastée par les tremblements de terre, sauvant des vies lors des séismes en 20 minutes, alors que l'Europe teste encore ses prototypes. 13e innovation, bien sûr, la Chine est devenue le leader mondial des trains à grande vitesse. Ils sont passés du vapeur à l'ultra rapide, l'innovation est absolument spectaculaire. Là aussi, en 2025, la Chine possède le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, avec des trains comme le Fuxing Hao atteignant 350 km/h vitesse de croisière. Une photo devenue virale montre un ancien conducteur de train à vapeur qui parcourait les lignes lentes des années 70, pilotant aujourd'hui un train ultra rapide reliant Pékin à Shanghai en 4h30. Ça, c'est une image qui a été certes relayée par les médias d'État, mais je comprends évidemment leur fierté. Et eux, ils doivent se dire, mais enfin, qu'est-ce que vous avez branlé en Occident? Qu'est-ce que vous avez foutu en France? Je me rappelle de cette discussion que j'avais eue avec un ami à Taïwan, à l'époque où je vivais à Danshui, endroit magnifique, donc dans la banlieue de Taipei. Et il m'avait dit, mais je vous comprends pas, vous avez le métro à Paris, et il est dégueulasse, il n'est pas climatisé, on n'a pas le wifi dans le métro à l'époque où on échangeait. Et pourquoi? Attends, maintenant que tu me poses la question, c'est vrai, votre métro il est génial, il y a des zones pour les femmes seules, la nuit, tout le monde se sent en sécurité, on mangerait par terre. Pourquoi notre métro à Paris il est aussi dégueulasse? Parce qu'il y a beaucoup d'usagers. Ah oui, mais c'est con ça, c'est con parce que aucune entreprise normalement se plaindrait d'avoir trop de clients. Mais là on appelle un usager, il use, c'est très stalinien, il use l'usager, donc on a trop d'usagers, camarade Staline, combien il faut en fusiller pour que tout aille mieux? Ok, bon ça déjà c'est pas une bonne attitude. Et puis Paris, ville la plus visitée au monde, alors oui, comment ça se fait, pourquoi notre métro est aussi pourri? Je dis, oui, mais il est vieux ce métro. Il est vieux, c'est vrai, il date du 19e siècle, Fulgence bienvenue, etc. Et là, ce Taïwanais me répond, attends Idriss, t'es en train de me dire que vous aviez 80 ans d'avance sur nous et qu'on vous a battu quand même? Et oui, c'est comme ça que pensent les Asiatiques. Et nous, c'est pas comme ça qu'on pense. En 90, la Chine avait 58 000 km de voies ferrées, dont
zéro à grande vitesse. En 2025, elle compte 159 000 km de voies, dont 45 000 km de voies à grande vitesse. C'est le plus grand réseau mondial. Le Pékin-Shanghai, 1318 km, prend 4h30 contre 15h en 2000. C'est comme si on pouvait faire un Barcelone-Berlin en 5h30. En Europe, évidemment, c'est pas du tout le cas. 14,9 milliards de trajets passagers entre 2016 et 2020, dont 9 milliards en ligne à grande vitesse. Ça a été un investissement de 300 milliards de dollars pour le réseau entre 2008 et 2020. 300 milliards pour toute la Chine entre 2008 et 2020. La Macronie nous a endettés de 3 fois plus pour un pays comme la France qui ne fait que 66 millions d'habitants contre 1,4 milliard pour la Chine. Avec 300 milliards, avec même pas un tiers de la dette Macron, la Chine est devenue le leader mondial absolu des voies à grande vitesse. Je suis absolument sidéré. Posez-vous la question de quand nous aurons, nous, un Barcelone-Berlin en 5h30 en Europe. Et vous saurez tout à fait que poser la question, c'est y répondre. Aujourd'hui, ce trajet prend 14 heures. Je vous fiche mon billet que dans les 10 prochaines années, il prendra toujours 14 heures. Et puis la Chine, c'est quoi ? C'est l'urbanisation folle des villages qui sont devenus des mégalopoles. La Chine a transformé comme ça Shenzhen, par exemple, un village de pêcheurs de 30 000 habitants en 1980, qui est devenu une métropole de 14 millions d'habitants en 2025, surnommée la Silicon Valley chinoise. De même, Pudong, une zone rurale près de Shanghai dans les années 80, aujourd'hui centre financier mondial avec des gratte-ciel comme la Shanghai Tower. Ces transformations ont été soutenues par des investissements massifs et des politiques d'urbanisation qui incarnent la vitesse du développement chinois. La population urbaine chinoise dépassait de 18% en 1978 à 60% en 2019, atteignant environ 65% en 2025, soit 900 millions de citadins. Shenzhen a grandi de 30 000 à 14 millions d'habitants en 45 ans. Le PIB de Shenzhen a atteint 3 200 milliards de yuan, donc c'est 450 milliards de dollars en 2023, dépassant celui de Hong Kong, alors que c'était un simple village de pêcheurs dans les années 80. Pudong contribue à 25% du PIB de Shanghai. Shenzhen compte 16 lignes de métro, 547 km, contre 0 évidemment en 90, parce que qui allait faire un métro pour un village de pêcheurs? Certes, village 30 000 habitants pour les Chinois. Pudong abrite l'aéroport international de Shanghai Pudong, gérant 80 millions de passagers par an, qui, quand ils vont à Charles de Gaulle, trouvent que la France est devenue un pays du tiers-monde. Et ils ont bien raison. En fait, c'est comme si on avait un village de pêcheurs portugais, par exemple Cascais, près de Lisbonne, qui était devenu une métropole de 14 millions d'habitants. Alors certes, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas autant d'habitants en Europe, on va en avoir encore moins, puisque notre taux de fécondité est en chute libre à l'échelle de toute l'Union européenne. Et donc, je vous disais aussi, les Chinois, ils luttent contre la désertification beaucoup mieux que nous. Ils plantent des arbres au lieu de parler, au lieu de dégommer des centrales nucléaires, au lieu de dire de revenir au vélo comme sous Mao Tse-tung et d'arrêter de prendre des avions. Eux, ils prennent le problème à bras le corps et ils plantent des milliards d'arbres, pas des millions, pas des dizaines de millions, pas des centaines de millions, des milliards. Oui, un pays doit planter des dizaines d'arbres par habitant s'il veut vraiment faire de l'écologie. La Chine combat donc la désertification qui affecte 27,4% de son territoire grâce à des programmes massifs de reboisement comme le Three North Shelter Belt, le grand mur vert. Depuis 1978, des milliards d'arbres ont été plantés pour freiner l'avancée du désert de Gobi, le dragon jaune, et protéger les terres agricoles. Chaque année, le 12 mars, des millions de Chinois participent à la journée nationale de plantation d'arbres. Vous voyez ça en France, sérieusement? Où chaque citoyen de plus de 11 ans est tenu de planter 3 arbres. En 2025, ce projet est en avance sur ses objectifs, transformant des paysages arides en forêts. Entre 1978 et 2025, la Chine a planté environ 70 milliards d'arbres, couvrant 88 millions d'hectares, soit 8350 fois Paris.
La couverture forestière dans la zone du projet est passée de 5% en 1978 à 13,5% en 2023, visant 15% d'ici 2030. Réduction de l'érosion des sols de 30% dans les zones reboisées et diminution des tempêtes de sable affectant Pékin, de 12 par an dans les années 90 à seulement 2 en 2023. Et oui, si vous en avez marre des catastrophes naturelles, sortez-vous les doigts et faites des journées nationales de ce type où chaque gamin de votre pays va planter 3 arbres. C'est le plus grand programme de reboisement au monde, avec un budget annuel estimé à 10 milliards de dollars depuis 2020. Ça surpasse les initiatives africaines comme la Grande Muraille Verte, qui est pourtant tout à fait spectaculaire. Donc, comparaison avec l'Europe, c'est comme si l'Espagne avait transformé des régions semi-arides d'Andalousie en forêts denses, en plantant des milliards d'arbres, stoppant l'avancée du désert et réduisant les tempêtes de poussière à Madrid, alors que l'Europe n'a aucun programme de reboisement d'une telle ampleur. Honnêtement, regardez Ursula von der Leyen dans les yeux et dites-moi si elle vous fait l'impression, si elle vous donne l'impression d'être le type de leader, lol, qui pourrait lancer ce genre de projet. La Chine, c'est un raz-de-marée technologique. Donc, des ponts suspendus au réacteur à thorium. Elle construit pas seulement des machines, elle construit l'avenir. Mais le vrai game changer, c'est l'intelligence artificielle. Et oui, quand il y a une innovation, les Américains en font un business, les Chinois la copient, les Européens la réglementent. DeepSeek, le prodige en 2025, DeepSeek, une IA chinoise, rivalise avec les meilleurs modèles mondiaux, codant, analysant et innovant à une vitesse fulgurante, formée sur des données massives et une puissance de calcul inégalée. Imaginez des villes gérées par l'IA, des usines sans humains, des drones qui anticipent les catastrophes. La Chine ne suit plus, elle mène la danse et son IA pourrait dicter les règles du 21e siècle. Alors que fait le reste du monde? Va-t-on regarder comme l'empereur Qianlong ou relever le gant? Eh ben, vous savez déjà ce que je pense du destin de l'Union européenne. En Chine, on ne dit pas vive la Chine, on dit Zhongguo Wanshui. Wanshui pour 10 000 ans, comme le banzai japonais, même étymologie. Les Chinois pensent à 10 000 ans. Est-ce que vous pensez qu'un peuple qui a inventé le papier monnaie, la boussole, l'inoculation de la variole, les fusées multi-étages, les sismographes et les plus grands bateaux d'exploration de son temps qui faisaient 10 fois la taille des malheureux petits hors-bord en comparaison de Christophe Colomb, est-ce que vous pensez vraiment qu'un pays comme celui-là considère qu'il va se contenter de copier les technologies occidentales pour tout le 21e siècle? Bien sûr, non. On a passé en 2025 le mur du Made in China à Innovated in China. Il n'y a plus de retour possible. Nous nous sommes suicidés industriellement. En Europe, il est temps que de nouveaux leaders comprennent où est l'avenir des peuples européens et reprennent le flambeau de l'innovation mondiale. La Chine est en train de nous mettre une vitesse colossale en termes